Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser d'avance. On est complètement en dehors de la ligne éditoriale de ma chaîne. Je préférais vous prévenir d'avance. Si vous n'aimez pas les contenus sérieux ou si vous ne voulez voir que du clash, alors s'il vous plaît, ne regardez pas la suite. Pour les autres, cette idée de vidéo vient d'un hashtag lancé sur Twitter à la suite d'une vidéo d'un critique YouTube, Absol Vidéo, qui a interviewé un vidéaste humoristique très connu, Pierre Cross, en lui posant 12 questions très sérieuses à propos de YouTube. Ces questions ont été reprises par plusieurs autres youtubeurs qui eux aussi ont souhaité y répondre pour donner leur avis, et j'en fais partie. En espérant que ça vous plaise, à tout de suite. Donc je vais te poser 12 questions liées à YouTube, et tu as le droit à 2 jokers. Désolé Pierre, t'as déjà répondu, c'est à mon tour. À toi Absol. Est-ce que tu penses qu'être vidéaste sur YouTube est un vrai métier, et pourquoi? Tout dépend de quel point de vue tu te places. Du point de vue des compétences nécessaires ou du point de vue de la rémunération. Du point de vue des compétences, bien sûr que oui. Produire du contenu nécessite un large éventail de compétences professionnelles. En tout cas, ça dépend pour qui. L'image du youtubeur qui réalise ses vidéos dans sa chambre, ça fait longtemps que c'est une pure escroquerie. D'ailleurs, une anecdote, les plus gros vidéastes ont commencé par recréer leur chambre en studio avec l'aide de leur agent et de leur network. Pour certains, et ce sont la majorité je pense, c'est le moyen de faire partager une passion. Il y a un tas de vidéastes qui font ça par passion, qui sont créatifs. Pour d'autres, c'est un véritable business, avec en gros 2 tendances. Celle où on te vend de la qualité qui fait des vues, ou pas d'ailleurs, et celle où l'argent seul compte, partant du principe qu'il n'y a que la merde qui fait des vues. Et pour certaines chaînes, beaucoup de placements de produits présentés de manière plus ou moins hypocrite. C'est tellement vrai que la DGCCRF fait désormais la chasse au placement de produits déguisés, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Dans tous les cas, pour les rares privilégiés qui peuvent en vivre, c'est un véritable métier, avec même un agent, le network, et pour certains, un véritable statut d'intermittent du spectacle. Deuxième question, est-ce que pour toi, l'argent nuit à YouTube? Est-ce que l'argent nuit au foot, à la planète? Oui et non. L'argent est un facteur essentiel au développement dans un système capitaliste. Même sur YouTube, la plupart des vidéastes n'auraient jamais pu produire certains contenus sans rémunération, bien souvent dépensés dans du matériel, des déplacements, des décors, etc. Cette question même démontre le tabou particulier des Français pour la réussite et son tenant, l'argent. Ceci dit, plusieurs études très sérieuses ont montré que la richesse peut rentrer en conflit avec l'empathie, avec la compassion ou le jugement moral et peut même générer un comportement addictif. Alors l'argent peut être un moteur de développement, j'ai tendance à dire un mal nécessaire, mais dans notre modèle de société actuel, il peut aussi générer des dérives plus ou moins importantes, comme le clickbait. Tout ceci est valable pour YouTube. Cette question d'ailleurs me semble empreinte d'une certaine nostalgie, celle du YouTube d'avant, la même nostalgie de l'Internet des débuts dont beaucoup ont souffert. L'Internet des années 80-90, l'époque des dot-com. Un certain vent de liberté soufflé sur la toile grâce à Wanadu, et les générations pré-digital natives regrettent cet esprit de pionnier. Ceci dit, peut-on vraiment dire aujourd'hui que le web a mal tourné? Pour un exemple, il y aura un contre-exemple, et c'est aussi valable pour YouTube et son évolution. As-tu l'impression que la course au clic a détrôné l'originalité et la passion sur YouTube? C'est une mode, oui. Certains vidéastes se sont entièrement construits une communauté autour de ces méthodes, et même les vidéastes plus sérieux ont tendance à les reproduire avec plus ou moins de succès, plus ou moins de promesses tenues derrière. Quand quelque chose marche, tout le monde a tendance à l'utiliser, voire à en abuser. Je donne souvent un exemple qui me fait rire. Celui du clickbait qui va vous étonner. Est-ce que tu te souviens d'avoir souvent été étonné par la suite de la vidéo? Aujourd'hui, le groupe social dominant sur YouTube, ce sont les enfants. Ce sont les premiers qui ont quasiment abandonné les médias traditionnels pour celui-là, mais ils vont grandir et les générations suivantes vont finir par suivre le mouvement, apportant à YouTube une audience plus mature. Et les adultes sont beaucoup moins réceptifs au clickbait. Enfin, tout le monde peut se faire piéger, mais un vidéaste étiqueté comme tel ne piégera pas longtemps un adulte et surtout, celui-ci ne s'abonnera pas. Avec la maturité et l'expérience, en principe, on arrive à se dompter, à faire preuve de mesure et on sait que cette lumière qui nous attire, tel un papillon, ne nous apporte qu'un plaisir fugace qui ne nous comble pas, qui ne nous divertit pas au sens noble du terme. Mon pari, que cette mode ne va pas durer, du moins elle va se réguler. Le clickbait fonctionne si peu de monde l'utilise. Si tout le monde le fait, alors ça marche plus autant, ou alors on rentre dans une course au sensationnel, à la destruction des tabous qui donne le vertige, comme à la télévision.
Cette régulation s'effectuera d'ailleurs avec quelques coups de pied quelques coups de pied au cul, sans les lois sur la publicité mensongère. Imagine quelles auraient été les dérives des marques. L'un de ces coups de pied au cul a déjà été annoncé par Facebook qui va renforcer sa lutte contre les titres trompeurs ou incomplets en les déclassant dans le fil d'actualité des utilisateurs du réseau social. Que penses-tu des vidéastes qui utilisent la méthode putaclic ? Personnellement, je fournis à mon audience un contenu de grande qualité et je fais partager mon expertise et ma passion pour mon univers, comme toi d'ailleurs. Mais d'autres vendent du vent en engrangeant des CPM. C'est même Mais d'autres vendent du vent en engrangeant des CPM. C'est même plus une question d'éthique, mais de business, de pognon. Parler de moralité ou d'éthique dans le business, c'est hors sujet. C'est plus un monde partagé entre des vidéastes qui font du business et d'autres qui font ça par passion. Dans tous les domaines, il y a des contenus de bonne ou mauvaise qualité. Certains qui frisent le pire, même, et d'autres le meilleur. Le clickbait, le piège à clic ou le putaclic. Je renvoie mon audience à ta vidéo sur cette technique. Pour moi, l'outil marketing n'est pas responsable du bon ou du mauvais usage qu'on en fait. Et bien entendu, tu parles de la technique consistant à promettre beaucoup sans rien tenir, à piéger le clic pour fournir du vent. Mais je vais élargir le débat. Sans trop rentrer dans le détail, beaucoup semblent penser que c'est nouveau, alors que c'est une tendance lourde dans le marketing depuis l'aube des temps. Dans les médias traditionnels, par exemple, on appelait ça un titre racoleur. Le clickbait fonctionne grâce à une exploitation de notre curiosité, de l'attirance automatique de notre attention sur des stimuli incongrus, surprenants, de nature à susciter une émotion. Autrement dit, sur des stimuli qui engendrent du lol, du what the fuck, de l'oh my god, etc. Un lama dans le métro, une fillette qui rit devant un incendie, un sein qui sort malencontreusement de son décolleté, une décapitation, etc. Le clickbait, dans le sens de ta question, attire pourtant et fidélise une audience peu mature. Sinon, les kids ne s'abonneraient pas. Alors, comment reprocher à certains d'en profiter pour faire du CPM ? Quand un jeune passe une bonne partie de son temps libre devant la télé-réalité, c'est pas parce qu'il est voyeur, qu'il lui manque des neurones pour apprécier des contenus plus riches. C'est peut-être parce qu'il n'a pas encore de self-control, qu'il n'arrive pas à inhiber cette attention pour les stimuli hypnotisants de la télé ou des contenus à clickbait. Ils sont comme ces papillons dont je parlais tout à l'heure, qui sont tellement attirés par les ampoules qu'ils ne remarquent pas que cette lumière les consume. D'ailleurs, je vais enchaîner du coup sur ta question 7. Est-ce que tu penses que la présence de plus en plus grande des gros groupes sur YouTube va nous rapprocher de plus en plus du modèle de la télévision ? La télévision exploite cette tendance humaine, celle à base du clickbait, depuis des dizaines d'années, au point de devoir toujours repousser les limites du voyeurisme, du trash, de l'oh my god. À force de voir des individus étaler leur vie la plus intime à l'écran, cela devient banal, donc l'attention n'est plus captée automatiquement. Et pour aller encore plus loin, on a même inventé le neuromarketing, ou comment clickbait le cerveau des gens sous la ceinture sans que personne ne puisse réellement lutter. Il y a un très bon documentaire sur France 2 sur le temps de cerveau disponible. De ce point de vue-là uniquement, YouTube apprend de la télévision. Maintenant, c'est plutôt la télé qui converge vers le modèle YouTube. Par exemple, l'émission The Voice qui propose désormais de choisir un instant replay sur sa tablette et de le diffuser presque en temps réel sur les réseaux sociaux. C'est le principe de la révolution numérique et de ses différentes convergences. Celle des multi-écrans a déjà commencé. Selon le rapport Application et convergence de la Connected Intelligence, 40% des téléconnectés à Internet se connectent à Netflix, soit via leur application, soit directement en streaming. En revanche, seulement un appareil sur 5 est utilisé pour regarder YouTube, et 1 sur 10 pour regarder Hulu. C'est un site US de vidéo on demand. Et tout ça va dans le sens des déclarations du CIO de Netflix, Reed Hastings. La vidéo en ligne via Internet va remplacer la télé de rendez-vous proposée en mode linéaire. Les applications vont remplacer les chaînes, et les télécommandes disparaîtront, et les écrans vont proliférer. De fait, c'est plutôt la télé qui vient squatter le modèle YouTube. Penses-tu que ceux qui privilégient la qualité à la quantité ont plus de mérite que ceux qui font l'inverse, et pourquoi ? Oui, bien sûr, mais soyons réalistes. Tant que les consommateurs de YouTube seront principalement une audience peu mature, et même après, il y aura encore et toujours plus d'audience pour les contenus sensationnels. Prenons encore l'exemple de la télé. Arte et BBC One ont-ils plus de mérite que TF1 et compagnie ? Les documentaires de ces chaînes ont-ils plus de mérite que la télé-réalité ? Les talk shows à contenu ont-ils plus de mérite que TLMP ? Qui peut répondre non à cette question ? Mais quand on sonde les Français pour savoir quelle est la meilleure chaîne française, la majorité répond Arte. Et il semble que tout le monde regarde ces documentaires de qualité. Mais quand on vérifie l'audience... Alors la vraie question est, y a-t-il suffisamment d'audience pour des contenus sérieux et de qualité ? Personnellement, j'y crois. Ce qui serait dramatique, c'est qu'il n'y ait plus d'audience suffisante pour des contenus de qualité. Ce qui en tuerait la production, quel que soit le média. Mais sincèrement, j'y crois pas. Ou alors,
pire que les contenus de qualité ne soient plus accessibles au plus grand nombre. Et ceci me donne une transition vers ta question 9. Penses-tu que les vidéastes qui vivent actuellement de YouTube pourront encore en vivre dans 10 ans? La rémunération via les pubs sur YouTube est compliquée. AdSense, InStream, Pre-roll, InVideo, comme tu l'as déjà dit, il est très compliqué de calculer le salaire d'un YouTuber, même pour un YouTuber. Ce qui est sûr, c'est que l'ère du 1 € pour 1000 vues est révolue. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 1 $ pour 1000 vues. 1 million de vues par mois pour 1000 $, soit 930 €. Sans prendre en compte la durée du visionnage, le watch time, le taux de remplissage des algorithmes de Google, ni même les fluctuations selon la période de l'année ou le pays de visionnage. Au final, la pub paye très mal et c'est de pire en pire. La rémunération des publicités internes à Google baisse tous les ans, c'est une constante du web, plus le média est populaire, plus le CPM, le coût pour 1000 clics, diminue. Tu en as aussi parlé, de plus en plus de gens utilisent des bloqueurs de pub, type AdBlock, notamment la cible des chaînes YouTube, un public assez jeune et assez geek, faisant baisser d'ailleurs de nouveau le fameux temps de remplissage des algorithmes de YouTube. Ces bloqueurs de publicité continueront à proliférer parce que les gens en ont ras-le-bol de la pub, en partie notamment à cause des annonceurs qui font tout et n'importe quoi depuis 5 ans sur le web. Il n'y a pas vraiment de solution à ce problème. Aujourd'hui, Google paye AdBlock pour qu'un certain nombre de ces publicités continuent d'apparaître, mais ils ont beaucoup plus de mal avec YouTube, car il y a encore beaucoup d'autres bloqueurs qui parviennent à éliminer les spots. C'est un gros problème pour les petits YouTubeurs qui voient leurs revenus s'effondrer. Alors beaucoup se tournent vers le financement participatif comme complément de revenus, comme la plateforme Tipeee par exemple, parce qu'ils trouvent ça très sain, pratique et beaucoup mieux que la pub. Sauf que ça ne peut pas atteindre des sommes suffisantes pour avoir de grosses ambitions en faisant des vidéos. Le problème est différent pour les gros youtubeurs. Ils ont déjà commencé à s'adapter comme l'ont fait les artistes quand leurs revenus se sont effondrés du fait du téléchargement illégal en faisant plus de concerts. Les gros vidéastes, les vedettes de YouTube menés par le trio de tête Cyprien, Norman et Squeezie, il y a longtemps qu'ils comptent plus sur la pub générée par YouTube pour gagner leur vie. Ils sont majoritairement passés au contenu sponsorisé, au placement de produits, voire dans une moindre mesure aux produits dérivés de leur propre création. Norman a fait le tour du monde pour Crunch, Cyprien et Squeezie concoctent une vidéo promotionnelle pour PlayStation, ou Studio Bagel part à Los Angeles aux frais d'Ubisoft. Quant à Raid, perso, j'y crois pas. On est très loin d'un modèle viable qui pousserait les gens à consommer du YouTube Red comme de la VOD. À moins de proposer de la qualité vraiment supérieure et avec un sacré risque, déplacer tout le contenu de qualité vers le modèle Red pour ne laisser que les contenus pauvres à ceux qui ne peuvent pas payer. Dommage pour la culture. En bref, ceux qui pourront vivre des placements de produits et sauront rebondir s'en sortiront. Et bien les autres, ils continueront à pas en vivre. Penses-tu que le nombre d'abonnés et de vues reflète le talent et la qualité du vidéaste? Alors là, pas du tout. Il y a des quantités d'inconnus passionnés qui ne sont pas et ou ne seront jamais reconnus faute d'exposition. L'exposition, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde n'a pas la chance de faire un buzz, de recevoir un coup de pub d'un plus gros vidéaste. Et certains ne se sortiront jamais du lot faute d'obtenir cette exposition. En plus, tout ceci est pollué par le clickbait ou le contenu sans aucune valeur ajoutée qui fait énormément de vues. Que penses-tu de l'utilisation des enfants sur YouTube? La même chose que toi, en moins nuancé. C'est malsain, c'est de l'exploitation abusive qui devrait être sanctionnée si les lois existantes étaient appliquées correctement. Rien que par exemple, en bloquant les rémunérations des enfants jusqu'à leur majorité comme cela se fait dans Showbiz. Dans certains cas, leur majorité, certains enfants manipulés ayant grandi, se retrouveront avec toutes les conséquences liées à cette manipulation sans même pouvoir disposer du pognon qui aura disparu. Et ça existe déjà. Du phénomène des baby miss, des lolitas aux Antea et autres Timmy sous l'influence de son frère, en passant par l'hypocrisie de certains family blogs, on finit par l'indécence de vous montrer une cérémonie qui devrait rester dans la sphère intime, l'enterrement de l'un des 3 garçons de la fratrie âgé de 13 ans, exposé publiquement. Le net est peuplé de haters et le fait de s'exposer sur YouTube peut être dangereux quel que soit l'âge. Il n'y a qu'à voir les cas de bad buzz qu'on entend parler régulièrement. Quand on est jeune et immature, non seulement on ne se rend pas compte de tous les enjeux d'une telle exposition, mais on se construit non plus dans un microcosme social relativement petit, mais dans une très large sphère médiatique fondamentalement néfaste au développement, alors qu'on est encore à des millions de kilomètres de l'individu qu'on sera plus tard. Trop nombreux sont les cas de harcèlement à l'école ou sur les réseaux sociaux, et avec l'exposition possible sur YouTube, ces risques augmentent drastiquement. Et pour quelques jeunes qui ont les épaules pour supporter ça sans endommager leur construction personnelle, il y en a des tas qui n'y arriveront pas sans conséquence. Alors y a-t-il un réel intérêt d'avoir une telle audience si jeune? De nombreux enfants s'amusent à imiter les adultes. Mais ça devient sérieux quand c'est posté sur Internet, car cela sort du cercle privé. D'un coup, la personne est projetée dans le monde adulte. Si l'enfant est exposé à l'entière réalité,
Alors le contre-choc de certains commentaires peut avoir des conséquences vraiment néfastes sur son développement. Et au contraire, si les parents filtrent comme beaucoup le prétendent et que ne lui parviennent que les messages positifs, l'exposition et de ce fait une telle vague d'amour si jeune risque de les déconnecter complètement de la réalité et de ce qu'elle est vraiment. Au final, aussi préservé soit l'enfant, quand tu deviens célèbre, tu ne pourras jamais éviter la critique, car malheureusement la célébrité attire la critique, à l'école et en dehors du cocon familial. Et enfin, s'il perd sa notoriété, le danger est de vivre une véritable descente aux enfers comme de nombreux enfants stars. On a du recul en plus, il y a eu des tas d'études sur les phénomènes similaires des enfants stars, et les conclusions conséquences ne sont pas glorieuses. Quant aux parents qui font prendre de tels risques à leur progéniture, dans une futile projection sur leurs enfants de leur propre envie de célébrité, ou pour des raisons purement mercantiles, laisse-moi 2 secondes et je vais aller vomir. Que penses-tu des jeunes de moins de 13 ans qui se lancent sur YouTube? Je suis partagé. Du coup, j'aurais tendance à répéter mes propos précédents, mais avec un peu moins de certitude. Que penses-tu de la critique sur YouTube? Très saine, un contenu intéressant, un avis subjectif qui ne le cache pas, contrairement à l'hypocrisie du système des critiques professionnelles, mais là c'est un autre sujet. C'est à mon avis l'une des meilleures tendances de ces dernières années. Par contre, je fais la différence entre les pures analystes comme toi et d'autres critiques comme Antox Colaboy ou Sir Gixby. Très souvent, ce sont des gens passionnés, intéressants et pointus comme The Grand Est, qui maîtrisent parfaitement leur sujet et partagent avec nous des passions communes. Mis à part son style très cru, très Jones, Coluche et Billard ont d'ailleurs en leur temps reçu le même genre de critique, je classe à part les polémistes comme le Raptor. Car même si j'aime beaucoup, son style provoque très libertaire et finalement un tout petit peu réac, j'écoute ses vidéos avec beaucoup de recul et contrairement à d'autres, en prenant son excellent commentaire au second degré et au lieu d'y voir de la haine pure comme certains, j'y vois personnellement beaucoup d'intelligence marketing et une connaissance profonde du fonctionnement de YouTube. Par contre, je suis pas certain de vouloir la même communauté que lui. Penses-tu que certains vlogueurs exposent trop leur vie privée sur YouTube? Bien sûr, j'en pense exactement la même chose que toi. Je vois pas trop quoi rajouter, et donc je ne vois pas l'intérêt de répéter ce que tu en as déjà dit. Allez donc voir la vidéo d'Absol sur ce sujet. C'était pour moi un exercice nouveau et périlleux. Un contenu sérieux sur une chaîne gaming, et plus encore sur une chaîne Clash of Clans. Je n'ai aucune idée de comment ça va être accueilli, enfin si, mais c'est pas une supposition optimiste. Néanmoins, on est sur YouTube pour faire des choses amusantes et qui nous plaisent, et répondre à tes questions m'a beaucoup plu. Continuez ce que vous faites, Absol, Antox, Sir Gixby et The Grand Est, vous avez une audience. Et Raptor, tu vas kiffer la punchline de Clash of Clans. Clash on! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est pas le cas, excusez-moi encore. Et à ciao, bonsoir.